21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, tous les soirs en direct à 21h des projets des entreprises innovantes d'Île-de-France. Et le thème ce soir, le cloud computing en France. Quelques chiffres, 12% des petites PME utilisent actuellement du cloud, 23% un projet à 3 ans. Mais dans le même temps, elles sont à peu près autant, 22% à n'avoir aucune intention de migrer vers du cloud dans un avenir proche. Donc on voit qu'elles sont encore un peu hésitantes en la matière. On va découvrir ce soir tous les atouts du cloud computing pour les PME en compagnie de Guillaume Point. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'offre cloud computing chez Octo Technologies, également auteur d'un livre dont on va parler. Franck Medec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG fondateur de Wapsys. Également à vos côtés, vous vous connaissez bien tous les deux, Didier Poignant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Airteam Architect. Justement, vous faites appel au service de votre voisin. Et puis enfin, Claude Bitton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de CBC Développement. Donc je me tourne d'abord vers vous, Guillaume Point, donc responsable de l'offre cloud computing chez Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil IT, créé à la fin des années 80 à peu près, c'est ça, vous êtes à Paris. Je le signale juste parce qu'on avait déjà fait un sujet, vous êtes quand même à la première place de The Great Place to Work, donc vous êtes vraiment content. Voilà, c'est un classement qui définit un petit peu les conditions de travail des uns et des autres. En tout cas, voilà, vous êtes heureux aussi dans votre entreprise, et ça on en parle de temps en temps dans Paris d'avenir. Donc vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est Cloud Computing, une rupture décisive pour l'informatique d'entreprise, publié chez Duno. Donc vous suivez tout cet univers du cloud. On parle particulièrement du cloud dans les PME ce soir, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'après les chiffres que je donnais. Beaucoup disent quand même qu'on sent un virage là en quelques mois, quelques années, que 2012 marque un virage et qu'il y a véritablement une réceptivité maintenant de la part des PME. Oui, moi j'ai l'impression qu'on a passé le pas, en tout cas pour le SaaS, le Software as a Service, dans les PME, même dans certaines grandes entreprises. Pour le reste, les offres plus techniques, PaaS, IaaS, on y est moins. Mais pour le SaaS, maintenant c'est devenu quelque chose d'assez banalisé. Dès lors qu'on n'a pas de gros secrets industriels, il y a pas mal de gens qui passent le pas, même dans la banque, en fait, on voit des exemples dans la banque. Oui, alors expliquer le SaaS pour ceux éventuellement, le Software as a Service, c'est ça pour expliquer, mais pour résumer quand même ce que c'est pour ceux qui nous écouteraient, qui ne sauraient pas encore ce que ça représente. Je vous le fais en 2 mots, le SaaS c'est du Software as a Service, ça s'adresse aux utilisateurs finaux, pas besoin de connaissances techniques. On parle aussi du PaaS, le Platform as a Service, qui s'adresse plutôt à des développeurs. Et enfin, il y a l'infrastructure as a Service, l'IaaS, qui s'adresse plutôt à des administrateurs systèmes et réseaux, où là on est vraiment dans la technique quoi. Voilà, technique. Alors est-ce qu'on sent justement que l'intérêt du cloud aussi pour les entreprises, c'est finalement, et les plus petites, en fait, c'est goûter un petit peu à l'informatique des plus grands, mais à un moindre coût? Est-ce qu'on peut le résumer un peu comme ça? C'est absolument ça. Moi, j'ai un ami que j'aime bien citer en exemple, qui est le patron d'une TPE. Et suite un peu à mes conseils, il s'est tourné vers Salesforce et vers Google Apps. Et en fait, il fait des choses qu'il n'aurait jamais pu faire sinon. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui auraient coûté des sommes astronomiques s'il avait dû les acheter. Et de par le système du paiement à la consommation du SaaS, il peut faire des choses incroyables avec Salesforce qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Puisque vous parlez du SaaS, justement, celui qui est à côté de vous, Claude Bitton, est directement concerné avec CBC Développement. Donc vous concevez, vous éditez, distribuez des logiciels de gestion de la relation client. C'est une société créée il y a 12 ans, c'est ça à peu près? Oui, nous faisons cette activité-là, nous l'assumons depuis à peu près une petite douzaine d'années. Et en effet, nous concevons des logiciels et des solutions technologiques pour pouvoir optimiser les données. En bon français, aujourd'hui, ça s'appelle le Data Quality Management. Je vous prie de m'excuser. Oui, mais il faut le dire, ça existe aussi comme ça. Ce que je reproche un petit peu aux gens qui tournent autour du SaaS et du cloud, c'est de jouer un petit peu au médecin malgré lui. Mais enfin, on en parlera. Donc ma société, si vous voulez, elle aujourd'hui s'occupe donc d'optimiser ces données. C'est des données qui sont cruciales. C'est des données de type adresse postale, c'est important dans une relation client. C'est des données de type numéro de téléphone, c'est très important. C'est des données du type adresse mail. On ne pouvait pas imaginer il y a quelques temps pouvoir valider une adresse mail en temps réel. Donc aujourd'hui on parle de bases de données multicanales. Le SaaS et le cloud ont permis de pouvoir enrichir les bases de données de ces éléments-là. Je terminerai en vous disant rapidement que nous avons, en l'espace d'à peine un peu plus d'1 an, été l'objet de 3 récompenses
Oui, vous avez notamment eu alors le Cube d'or de l'innovation, hein, c'est ça en particulier dans les techniques de la relation client. Qui est décerné par un jury de professionnels du marketing direct pour l'expliquer. Exactement. Deuxièmement, nous avons vu notre homologation du service national de l'adresse de la Poste française renouvelée. Et enfin, ce que disait mon voisin est bougrement important, c'est que nous avons été certifiés Salesforce. Et je pense qu'il est important que l'on prenne exemple sur Salesforce, non pas parce que ce sont des Américains, mais ce sont des gens qui commencent à tirer le maximum du cloud et du SaaS. On verra qu'il est difficile de dissocier SaaS et cloud. Et là, vous comptez à peu près 3000 clients, c'est ça à peu près ? Non, pas du tout. Non, pas du tout dans ce domaine-là. C'est totalement naissant. Nous avons commencé par la licence et dans le cadre des licences, on a des logiciels qui nous ont permis d'avoir à peu près 3000 clients. Mais aujourd'hui, dans le SaaS, on est loin de ça. Vous êtes vraiment au démarrage de cette activité. Voilà, tout à fait. Nous avons décidé d'investir là-dedans il y a à peu près 4 ans. Par exemple, la certification de Salesforce remonte à moins d'1 an. Alors on va en parler avec d'autres acteurs aussi, et ça c'est intéressant parce qu'on le voit évidemment, tout ce qui concerne plus particulièrement les services sont très concernés par le cloud, mais voilà, on a un autre univers avec Wapsys, et ça c'est intéressant aussi de voir ça avec vous, Franck Model, dont société spécialisée dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie en France et en Afrique du Nord aussi, il a été créé il y a peu de temps, c'est ça, en 2006 à peu près 2009, vous voyez, c'est encore plus un peu frais, voilà. Et donc vous êtes dans les Yvelines et justement vous assistez vos clients dans la gestion de l'information de tous les projets de construction, et là le cloud joue un rôle essentiel aussi. Complètement. En fait, on est entièrement spécialisé dans le domaine de la construction et notre objectif, c'est de fournir des outils, des solutions pour piloter les informations des projets. Donc ça va concerner la gestion des documents, la gestion des réserves en fin de chantier ou en début de chantier pendant le suivi d'exécution, mais aussi tout ce qui est gestion financière avec la gestion des situations de travaux. Donc c'est un peu technique parce que ça concerne vraiment la construction. Simplement, on parlait de PME tout à l'heure, un projet de construction, du début jusqu'à la fin, ça va être une petite PME qui va se créer. Et le cloud intervient exactement dans ce domaine-là. On apporte vraiment les solutions à travers Internet, sans complexifier la mise en place de systèmes et donc apporter une valeur ajoutée immédiate à des projets qui naissent et qui ensuite disparaissent. On va prendre le temps de l'expliquer en détail dans l'émission parce que si vous dites que c'est un peu complexe, vous avez créé OPR Sysme, on va comprendre ce que c'est qu'OPR. Je dois dire, même avant de préparer l'émission, j'ignorais totalement ce que ça pouvait être, mais ça aide beaucoup. Finalement, ça relie à la fois la connaissance métier, le cloud et aussi les tablettes numériques qui ne cessent de se développer. Mais justement, à vos côtés, il y en a un qui s'y connaît bien en la matière, Didier Poignant, donc Airteam Architect. Vous êtes un cabinet d'architectes, c'est ça, créé dans les années 70, et vous faites appel justement à Wapsys. Je crois que tout a débuté autour d'un hôtel du côté de Chantilly, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, pour le coup, nous connaissons, nous avons commencé à travailler ensemble sur cet hôtel-là. Donc nous sommes effectivement spécialisés dans l'hôtel de luxe. À partir de ça, il était très important d'avoir un outil simple que nous avions déjà utilisé dans d'autres projets, mais qui était très complexe. Et là, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on essaie de trouver un outil simple. On s'est connus assez rapidement. Il nous a présenté son projet et nous en avions effectivement besoin. Il est absolument indispensable d'avoir ce type d'outil maintenant, tout simplement dans un but de communication, dans un but effectivement de rapidité aussi, parce que ça nous permet effectivement d'avoir des interchanges immédiats, c'est-à-dire que là on parlait tout à l'heure d'une petite entreprise, un chantier c'est une petite entreprise. C'est souvent, ça peut aller jusqu'à des milliers de personnes qui travaillent sur un chantier, donc c'est quelque chose de très important. Il faut que tous ces gens puissent communiquer. Ces gens peuvent communiquer aussi avec l'étranger. Nous avons de temps en temps, je dirais, soit des clients étrangers, soit même tout simplement des correspondants étrangers qui doivent effectivement communiquer très rapidement, et donc par ce système-là, effectivement, ça nous a permis effectivement d'avancer assez vite. À communiquer rapidement, avoir un échange de données, on a commencé à voir les atouts et à commencer à comprendre un peu, mais ça on va continuer après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. 77% des patrons de PME considèrent qu'il reste à mener une vraie révolution numérique dans les entreprises en ce qui concerne notamment les processus et en particulier le cloud. Et ils sont à peu près 22% à déjà avoir migré au moins une application vers le cloud computing. C'est ce qui ressort d'une étude toute récente menée en juin par Ipsos pour SFR Business Team. Les atouts du cloud pour les PME, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec Guillaume Point, responsable de l'offre cloud computing chez Octo Technologies, Franck Model, PDG et fondateur de Wapsys,
Web6, Didier Poinan, PDG d'Airteam Architect, et Claude Bitton, le PDG de CBC Développement. On a commencé à parler des atouts du cloud, on a compris l'enjeu financier, comment ça permettait aussi de réduire les coûts. Guillaume Ploin, on dit aussi, voilà, on l'a vu, une question d'organisation, augmenter aussi la productivité, finalement permettre aussi d'être plus flexible aux entreprises. Ça, c'est véritablement, on va dire, la base. Alors, je fais les aspects positifs du cloud computing. Oui, alors, parmi les choses dont on parle beaucoup, il y a une certaine agilité parce qu'un projet cloud, c'est souvent un projet qui va beaucoup plus vite. Alors, Salesforce communique sur le fait que plutôt que de passer 3 mois à déployer une gestion de force de vente, on va passer 2 semaines. Donc ça, c'est un des points importants. Ça séduit beaucoup les utilisateurs en général. Ensuite, il y a souvent une réduction des coûts qui est liée à un effet d'échelle, parce que quand on opère une plateforme sur laquelle il y a des milliers d'entreprises, ça coûte moins cher que quand on opère une plateforme sur laquelle il y a une entreprise. Et puis enfin, il y a d'autres aspects comme des capacités d'intégrité sur les données, parce que les données en fait sont souvent sauvegardées en plusieurs endroits, et donc ça offre une plus grande sécurité sur les données que ce que peut se permettre une PME normale en général. Alors on a tous ces atouts-là, parfois, d'après l'étude récente dont je parlais aussi, menue par Ipsos, il y a 8 PME sur 10 qui ont encore des difficultés à voir le lien qu'il peut y avoir justement entre l'utilisation du cloud computing et la maîtrise des coûts. C'est encore difficile pour elles. Alors ce lien n'est pas toujours avéré dans la pratique, il est en particulier pas toujours avéré dans les plateformes techniques type IaaS et PaaS, mais dans le SaaS c'est quand même souvent le cas, d'autant plus que des acteurs comme Google ou Salesforce ont vraiment un grand effet d'échelle et donc ils arrivent à avoir des coûts relativement bas. Mais ça peut représenter combien pour une PME? C'est peut-être difficile à évaluer, à chiffrer ce que peut représenter se lancer dans le cloud. En général les coûts sont assez simples, par exemple Google Apps c'est 45 € par utilisateur et par an. Donc c'est relativement un peu onéreux. Salesforce c'est plus cher, c'est plutôt 50 € par utilisateur et par mois. Donc là-dessus, on est souvent assez compétitif. Les seuls, pour moi, les entreprises qui peuvent se poser la question de la compétitivité des coûts, c'est plutôt les très grandes entreprises qui ont la capacité d'avoir aussi un effet d'échelle en interne et donc d'arriver à des coûts assez bas aussi. Mais pour une PME, je pense que la messe est un peu dite. Alors on a commencé à comprendre les atouts et justement être plus rapide, pouvoir véritablement s'organiser. C'est typiquement ce que vous proposez, Franck Medep et Web6 à travers OPR6. Donc OPR sont les opérations préalables à la réception, c'est ça. Enfin l'idée, voilà, c'est, si je comprends bien, enfin c'est compliqué. Plus la date de livraison se rapproche dans cet univers du bâtiment, plus la pression monte. Et évidemment, il faut faire en sorte d'être le mieux organisé possible. Enfin, si on résume tout ça. Alors exactement. En fait, au départ, on a le chantier qui va commencer à se construire, et au fur et à mesure, des difficultés vont commencer à apparaître. Et plus le chantier va arriver vers la réception, et plus les difficultés vont être nombreuses. Il va falloir les gérer. Donc sur un projet, on va donner quelques chiffres de 10 000 m², on va être entre 5 et 10 000 réserves tout au long du chantier. Donc il va falloir le piloter. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on utilisait des plans papier et on les emmenait sur les chantiers et on notait tout à la main. Ressaisie, difficulté de retrouver les données. Il ne fallait pas perdre les papiers en route. Et puis depuis maintenant 2-3 ans, la tablette numérique qui était dans le monde personnel est devenue indispensable dans le monde professionnel. On arrive avec des tablettes maintenant comme l'iPad ou comme avec les technologies Android ou même Windows qui commencent à être tout à fait abordables dans le monde professionnel. Et donc on a mis en place une technologie qui permet d'utiliser la tablette sur le terrain, quelle qu'elle soit, et d'utiliser le cloud pour envoyer les données à chacun des acteurs, tout en ayant tous les rapports à disposition pour chacun des acteurs. Donc une rapidité de communication qui ne pouvait pas exister avant. La rapidité de communication, on l'a bien vu aussi, Didier Poinan, on peut perdre des données aussi dans toute cette histoire, c'est compliqué, là on associe tout, et puis finalement, puisqu'on parle d'argent aussi, de coûts et de réduire les coûts aussi, on peut y perdre de l'argent, justement, si dans le chantier ne se fait pas correctement, ne se suit pas comme il doit se réaliser. On perd de l'argent et on perd du temps surtout. On va dire que le temps c'est de l'argent, mais on perd effectivement l'avantage, c'est toujours de trouver, de gagner du temps, on veut toujours gagner du temps de toute façon. Lorsqu'on parlait tout à l'heure d'opérations préalables à la réception, ce sont des opérations qui se font tout au long du chantier. C'est-à-dire, c'est effectivement de noter, je dirais, tout au long du chantier, finalement, les quelques défauts que l'on voit apparaître. Tous ces défauts, donc avec un processus comme celui-ci, peut se faire aussi sous forme de photographie. On peut regarder, tiens, voilà les défauts, c'est ici. Tout le monde peut les regarder. Et donc là, c'est effectivement, chacun essaie d'y remédier, plus ou moins difficilement. Donc là, effectivement, nous intervenons. Non, c'est comme ça qu'il faut faire, ça va pas tout à fait. Mais donc là, c'est effectivement l'intérêt, c'est d'avoir toujours
une possibilité toujours de regarder tout au long d'un chantier. Nous avons des chantiers qui peuvent durer un certain temps, 2 ans, 3 ans. Et pendant 2 ou 3 ans, ça peut être long. Donc il peut y avoir effectivement des défauts. S'ils ne sont pas pris au départ, ça peut devenir effectivement une petite catastrophe à la fin. Et vous y êtes mis facilement à cet usage de la tablette qui a révolutionné cet univers. C'est justement l'intérêt. C'est-à-dire que c'est un usage très très simple. Donc là, pour le coup, il y a effectivement nous sommes une quarantaine de personnes. Donc ces personnes-là, effectivement, suivent, nous, en général, d'une façon globale, les chantiers sur le site. Et donc permettent effectivement une utilisation continue. Donc là, par exemple, on parlait tout à l'heure d'un chantier sur Chantilly. Il y a effectivement 3 personnes qui ne font que ça, qui ont leur tablette, donc d'accord, des iPads, et ça fonctionne très bien. Et effectivement, ça leur permet effectivement de gérer l'ensemble, je dirais, alors plutôt de réserve, on va parler de défaut pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une réserve, mais c'est effectivement, et ça fonctionne très très bien. Évidemment, il y a toujours une intercommunication rapide avec les entreprises qui voient quels sont effectivement ces défauts et peuvent réagir immédiatement. Alors finalement, là, on est dans l'univers du bâtiment, dans tout ce qui concerne les services, la relation client. Claude Bitton, vous êtes évidemment dans les mêmes enjeux de rapidité aussi et d'échange des données aussi rapide que possible. Oui, je trouve que c'est une idée géniale qui matérialise l'intelligence que l'on peut mettre au service d'un secteur d'activité. Or, le cloud, le SaaS et la virtualisation, ce sont des éléments à pas oublier qui procurent des économies, ont mis en évidence le marché dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous produisons des logiciels, des modules qui sont des experts auxiliaires spécialisés. Nous ne valons rien tout seuls. Et donc c'est pour aider les entreprises, mais il y a du donnant-donnant dans cet échange. Non, c'est pas dans les entreprises, c'est que nous pouvons être intégrés, moyennant une dizaine de lignes de programme, donc c'est très simple, dans des logiciels existants déjà, dans des sites internet existants. Donc ça veut dire que c'est très simple d'usage en fait finalement, aussi, pour l'expliquer aussi aux PME. Mais bien sûr, quand, par exemple aujourd'hui, si vous voulez, quand vous regardez un site internet, les adresses sont en général prises sans contrôle. Or, imaginez que s'il n'y a pas contrôle, il ne peut pas y avoir géolocalisation, on risque d'avoir des difficultés à livrer. Et toute la difficulté est de gérer un juste milieu, un équilibre entre un contrôle qui peut être coercitif, qui peut être un petit peu dur, et une aide à la saisie. Donc c'est toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et on le découvre, on le voit, Guillaume Point, c'est ce que je disais. C'est vrai qu'il y a peut-être certains secteurs, l'informatique, les télécoms, qui sont plus concernés, mais finalement, le bâtiment, on pourrait se dire, c'est pas plus concerné, mais voilà, tout le monde peut avoir envie de cloud dans sa PME. Alors, je dirais qu'il y a un peu une gradation là-dedans. Souvent, dans le domaine de l'industrie, des télécoms, on va facilement vers le cloud. Dans le domaine de la banque ou de l'assurance ou des services publics, on y va moins facilement pour des problématiques juridiques qui sont quand même assez prégnantes. Et on a tout souvent un problème à faire confiance à des clouds américains lorsqu'on est une société française et qu'on a des problématiques juridiques fortes, en fait. Peut-être qu'on va en reparler vers la suite. Oui, bien sûr, on va parler de tout ça. C'est parfait parce que vous faites la transition parfaite justement sur les freins, les questions qui peuvent se poser, la question de la sécurité aussi. Et tout ça, ça revient quand même assez régulièrement parce qu'il y a encore aussi, il faut faire de la pédagogie en la matière. Mais ça, on y reviendra après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. 2% seulement des petites PME européennes ont migré toutes leurs applications vers le cloud et 17% une partie. 85% d'entre elles se montrent inquiètes face au cloud, 28% notamment pour des raisons de sécurité et 20% pour la confidentialité. C'est ce qui ressort d'une étude menée l'année dernière pour Dell Intel par le cabinet Evans Burns. Les atouts du cloud pour les PME, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec Guillaume Point, responsable de l'offre cloud computing chez Octo Technologies, Franck Modelk, PDG et fondateur de WAPSI, Didier Poignant, PDG d'Airteam Architecte et Claude Bitton, le PDG de CBC Développement. Vous en parliez, Claude Bitton, tout à l'heure justement du contrôle, de la géolocalisation. Alors là, on était sur d'autres enjeux. Mais voilà, je posais la question, je mettais en avant les interrogations quand même des PME. Et là encore, toutes les études le disent, il y a quand même un décideur sur 2 qui se sent concerné par tous les enjeux de sécurité, de confidentialité. Et finalement, d'autres disent, mais non, justement, en allant sur le cloud, il n'y a rien de plus sécurisé que d'aller sur le cloud. 1000 fois d'accord. 1000 fois d'accord. Je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les PME manquent d'informations
Ce type d'émission est là pour essayer de pallier ça. Et en effet, les PME ne savent pas forcément que deux choses. La première, c'est que le cloud, la virtualisation et le SaaS sont deux éléments qui prodiguent, comme l'a dit mon voisin, d'énormes économies. Mais il faut regarder quelques petits freins d'ordre psychologique. Donc c'est vraiment psychologique. Ça, Moi, il me semble. Vous, quand vous allez démarcher, parler à des clients, vous avez une offre depuis 4 ans, vous sentez encore qu'il y a tous ces freins et ces interrogations ? Ouais, en particulier, le SaaS est de l'allocation, ni plus ni moins. Alors que acheter un logiciel, acheter une licence, c'est de l'acquisition. Donc aujourd'hui, mine de rien, on demande à des entreprises de rationaliser leur achat en se rendant compte que l'utilisation qu'elles font d'une application mérite la location. C'est exactement le même processus que l'on a quand on achète une voiture. On a à maintes reprises démontré à des gens que compte tenu de l'utilisation qu'ils faisaient de leur voiture, ils avaient intérêt à louer. Or, vous le disiez en début d'émission, 2012 a l'air de marquer un changement assez fondamental. Oublions le SaaS, oublions le cloud et regardons les publicités de voitures. Il y a autant de communication sur l'acquisition en nue propriété que pour la location avec option d'achat. Oui, finalement, il y a une autre façon d'aborder la propriété, donc aussi dans cet univers-là. Donc ça bouge au niveau des mentalités. Et en effet, l'e-commerce montre que c'est le cas. On a envie de posséder immédiatement, on a envie, pardonnez-moi l'expression, de jouir du produit immédiatement. Et donc, le SaaS participe à ça et les petites et moyennes entreprises ne sont pas familiarisées avec tout ça. Oui, elles ne sont pas familiarisées. Aussi le fait, Guillaume Ploin, que souvent elles sont courtisées. Justement, on parlait des applications des plus grands qui mettent ça aussi en place et que finalement elles se disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Il y a aussi un petit peu là aussi de doute quand même qu'on peut sentir. Alors il y a une part peut-être de mythe du complot. Moi j'aime bien utiliser la métaphore de la banque. Finalement on fait confiance à sa banque pour y mettre son argent. Pourquoi ne pas faire confiance au cloud pour y mettre ses données ? Donc il y a une partie, je dirais, de crainte qui n'est pas forcément justifiée. À côté de ça, moi, il me semble que d'un point de vue technique, la sécurité est très bien assurée par les acteurs du cloud parce que techniquement, ils sont vraiment à la pointe de ce qui peut se faire en termes de sécurité. Et puis parce qu'ils savent que c'est une demande aussi qui va arriver, puisque typiquement, voilà, on le prouve, les patrons s'interrogent, vraiment, c'est l'une des premières questions qui vient. Oui, et puis quand on gère des centaines de serveurs, voire des millions de serveurs, quand c'est le cas de Google, on fait de la sécurité à plus grande échelle que celle qu'on peut faire dans une PME. Alors à côté de ça, il y a toujours cette problématique juridique qui est pas très simple entre la loi américaine, la loi française, qui fait que juridiquement il y a quand même des choses à explorer. En particulier si on a des secrets industriels ou des choses comme ça. Vous voulez dire là où se trouvent les données aussi et tout ça, toutes ces interrogations qu'on peut avoir ? Alors si je vous le fais un peu plus détaillé, globalement il y a des juridictions différentes. Si on met ces données dans un cloud américain, elles peuvent se trouver aux États-Unis ou même ailleurs. Et la juridiction sur les données n'est pas la même dans les différents pays. Et en plus, il y a certaines lois un peu compliquées comme le Patriot Act qui font que les États-Unis, enfin le gouvernement américain peut demander à voir les données qui sont hébergées par un cloud américain, ce qui complique un peu les choses. Par ailleurs, sur la vie privée, il n'y a pas vraiment d'équivalent de la CNIL aux États-Unis, donc ça rend les choses un peu compliquées. Mais je dirais que Octo est une PME, la société pour laquelle je travaille est une PME qui se dit qu'il y a un tel bénéfice à aller vers le cloud que ça vaut peut-être le coup de prendre quelques petits risques. Et ce sont des risques assumés. Et nous, on pense que nos données sont noyées dans la masse et qu'il n'y a pas forcément de vrai enjeu là-dessus. Mais on n'est pas une société qui a des brevets. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche aussi, et finalement on en a parlé, en particulier évidemment celle de Web6, Franck Modette, c'est aussi vous faites finalement du sur-mesure. Vous adressez typiquement à des PME qui ont tel besoin et c'est peut-être là aussi qu'elles vont être assurées dans ces enjeux dont on parle. Alors on fournit les solutions les mêmes pour tout le monde. Par contre, on va les adapter très rapidement à chaque projet ou à chaque PME, si vous le souhaitez. Simplement, on ne réinvente pas à chaque fois le logiciel, on ne le réinstalle pas à chaque fois. C'est compliqué pour vous. À chaque fois, on ouvre un petit bout d'espace pour chaque projet. Par contre, la sécurité, elle est assurée évidemment au plus haut point, comme tous les projets internes, parce que je crois qu'il y a une vraie différence entre les projets pour lesquels on exerce et puis l'interne des sociétés. Et moi, j'en suis une PME et j'utilise des outils cloud. Donc, je me suis aussi posé cette question, mais c'est des questions internes. La problématique des projets externes, c'est une autre problématique.
c'est une problématique juridique. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents acteurs qui interviennent et ces acteurs vont devoir travailler ensemble. Si l'un ou l'autre apporte son environnement, il va y avoir une problématique de « oui, mais il a mes données ». Oui. Donc nous, on intervient comme partenaire neutre dans l'opération. Et avec toujours la question aussi, par exemple, ça revient souvent à l'idée d'un salarié qui sert d'une tablette aussi. On sait bien, on entend parler de piratage et on se dit souvent ça peut venir aussi de l'extérieur d'une entreprise. Finalement, ça, c'est des questions aussi que vous êtes soulevées, Didier Poignon. Non, c'est-à-dire que là, nous, le problème est un petit peu différent. À partir du moment où nous sommes obligés de partager, nous n'avons pas d'autre solution. Et donc là, ça devient effectivement une obligation. C'est-à-dire qu'il faut partager les données. Et donc partager les données, on prend effectivement le risque depuis déjà très longtemps de pouvoir effectivement se faire pirater, clairement, même sans cloud. Mais le cloud ne donne pas un risque supplémentaire dans la mesure où de toute façon nous devons impérativement partager les données. Nous devons effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, alors sur des outils très simples, il faut effectivement communiquer. Donc la communication, il faut partager. Je veux dire, on ne peut pas communiquer si on ne partage pas. Donc il faut aller au-delà du frein psychologique. Donc, finalement, ce que disait Guillaume Plou en disant voilà, ça vaut le... Il faut y aller, ça vaut le coup de nous, on est tenter obligés le d'y aller, risque. alors sachant qu'effectivement on est dans une profession où effectivement il y a des droits artistiques, il y a un certain nombre de choses, mais de toute façon cela fait très longtemps, nous sommes obligés de partager. Nous diffusons effectivement sous forme d'internet ou sous forme, là cette fois-ci c'est beaucoup plus simple, l'ensemble de nos plans, des plans qui peuvent être modifiés, mais ça de toute façon nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que nous travaillions ensemble. Lorsque l'on fait un projet d'une certaine dimension, nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés de partager, nous partageons aussi bien au niveau des entreprises. Le client, effectivement, il faut qu'il puisse les regarder. Les clients à travers le monde. Donc, de toute façon, nous n'avons pas là, cette fois-ci, ce frein. Si il a été très très présent il n'y a pas si longtemps que ça. Faut reconnaître qu'il y a effectivement une dizaine d'années, le frein, il n'était pas question de donner un plan à qui que ce soit, les calques c'était quelque chose d'extraordinaire, non. Mais depuis maintenant c'est plus possible. De toute façon, il faut partager, donc partageons. Et à partir de ça, nous dans notre profession, et je pense qu'il y a beaucoup de professions qui sont telles, c'est-à-dire que dans ces professions, si vous voulez avancer, il faut effectivement s'aider les uns les autres, et il faut travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrive pas. Donc ça, finalement, c'est pas une entreprise, on va dire, plus type qu'une autre. Vous sentez véritablement qu'il y a moins de craintes maintenant qu'il pouvait y en avoir avant, Franck? Il y avait des craintes encore il y a 2 ans et demi, 3 ans. Oui, donc c'est ce qu'on disait, ce fameux virage. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, fournir des informations par le biais du cloud ou d'Internet, c'est peut-être plus sécure que d'obtenir les plans par coursier. Quand la personne part et avec sa sacoche peut faire une photocopie du plan ou des informations. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est un moyen supplémentaire de communiquer les informations qu'on peut avoir avec des personnes qui doivent travailler ensemble. En tout cas, il y a de belles perspectives et ça, on va en parler après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. En France, ce sont 12% des petites PME qui utilisent actuellement du cloud, 23% qui a un projet à 3 ans. Véritablement, on sent un virage cette année. Les atouts du cloud pour les PME, c'est ce soir dans Paris d'avenir avec Guillaume Point, responsable de l'offre cloud computing chez Octo Technologies, Franck Medec, PDG fondateur de Wapsys, Didier Poignon, PDG d'Airteam Architect et Claude Bitton, le PDG de CBC Développement. Didier Poignon et Airteam Architect, vos perspectives, j'imagine que là maintenant vous êtes ravis de votre collaboration avec Wapsys et qu'il y a toutes les raisons de continuer à développer en tout cas cette façon de travailler maintenant qui a changé, j'imagine, votre façon dans ce cabinet d'architecte qui a plus de 30 ans, presque 40 d'ailleurs, facilement. Oui, alors je n'étais pas à la fondation. Hein. Oui, je n'en doute pas. Donc là, à partir de ça, nous travaillons effectivement ensemble, nous apportons effectivement des idées parce que nous avons effectivement une utilisation, à peu près journalière du produit. Donc à partir de ça, nous lui demandons de temps en temps, tiens, est-ce que tu pourrais faire évoluer le produit de telle façon, telle autre façon. Il nous répond toujours d'une façon tout à fait, ça va toujours très très bien. Donc tant on attend un petit peu, tant on n'entend pas beaucoup. Donc ça va très très bien. C'est-à-dire ça permet effectivement de faire évoluer le produit. Et là, on a effectivement, là pour l'instant, donc on a utilisé un certain nombre d'utilisations de son produit. Chose que l'on n'a pas utilisée encore, c'est effectivement l'utilisation financière, mais il est possible que demain on passe effectivement aussi sur le deuxième cap. Mais non, on a une utilisation, effectivement il y a une communication, on parlait de la communication, même la communication avec un développeur est fondamentale. Ça permet effectivement de faire évoluer un produit, et là il faut vraiment que le produit, il évolue parce que nous on évolue tout le temps, et voilà, c'est ça aussi le cloud, c'est-à-dire qu'il y a une évolution permanente, c'est une succession. C'est vrai que là, on a quand même eu, donc depuis maintenant
maintenant quelques années qu'on utilise ce système-là, c'est vrai que ça nous a changé un petit peu les idées. C'est vrai que le papier c'est bien, mais c'est quand même un petit peu mieux de faire ça sur informatique. En Web6 aussi, vous êtes en plein développement. Je crois que vous avez signé un partenariat stratégique il n'y a pas longtemps avec Kionis, hein, c'est ça, Franck Monel, en société de conseil et d'intégration en solutions de gestion du cycle de vie des produits, hein, dont on parle souvent, et qui est premier distributeur des solutions d'Assaut Systèmes. Hein. Exactement. En fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans le bâtiment, c'est comment construire en 3D. Demain, c'est l'avenir. Donc, la difficulté, c'est de trouver les intérêts financiers, puisque construire en 3D, c'est d'abord de la conception, donc ça coûte. Et donc, c'est quels vont être les retours sur investissement qu'on va pouvoir en déduire. Et les solutions que Web6 développe au fur et à mesure sont là pour compléter justement toutes ces offres 2D ou 3D, mais de plus en plus 3D, et apporter un maximum de valeur ajoutée, que ce soit dans la gestion des documents ou, on le disait tout à l'heure, dans la gestion des réserves, ou même maintenant la gestion financière. Voilà, donc là encore, il y a des belles perspectives de développement. Je crois que vous avez une croissance indécente pour certains, hein, mais c'est bien. Alors, on a la chance d'avoir une croissance de plus de 200%. 200%, voilà. Ouais, chaque année. Donc, et on va encore faire ça cette année. Donc voilà. Claude Bitton, donc PDG de CBC Développement, vous aussi, alors depuis 4 ans, hein, donc sur cet aspect-là, avec, alors j'ai lu quelques chiffres de Gartner qui disent que les revenus issus du logiciel en mode SaaS vont progresser de près de 20% en très peu de temps. Enfin, on est véritablement dans un secteur en pleine explosion, donc pour vous, c'est que du positif. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on aura encore longtemps une coordination, une coexistence entre licence et SaaS. Pour prendre un tout petit peu de recul par rapport aux réalités de gestion quotidienne, si vous voulez, le SaaS, c'est souvent des coûts variables par rapport à l'activité, alors que la licence est quelque chose qui s'apparente à des investissements qui s'amortissent. Donc aujourd'hui, il est possible de jongler avec les deux. Et c'est toute la problématique d'une petite entreprise. Il faut qu'elle le comprenne. Au tout début, je prends un scénario, au tout début, elle a besoin que toutes ses dépenses soient liées à son activité, mais à un moment donné, elle va se poser la question de figer ces coûts-là et de faire en sorte qu'elle ait des coûts fixes. Donc je ne sais pas jusqu'où peut aller le SaaS, mais quand on démarre de rien pour aller assez loin, ça peut être fulgurant. C'est le cas actuellement. Mais je crois que c'est pas la panacée. Ce qui est important, c'est que le SaaS, le cloud, sont une réponse aujourd'hui, à mes yeux, particulièrement intelligente, à une rapidité, à une accélération des choses. Et donc ça bouge beaucoup. Alors le mot de la fin, parce que le temps passe très vite à Paris d'Avenir pour Guillaume Ploin. Vous êtes aussi auteur de Cloud Computing, une rupture décisive pour l'informatique d'entreprise. Chez Duno, on sent que ça bouge dans les PME. Ça bouge globalement aussi parce qu'il y a tous ces projets. Il y a Andromède avec son concurrent en face, Orange Thales. L'État aussi qui va injecter de l'argent dans ce fameux projet Andromède. Donc on sent véritablement que voilà, ça bouge dans cet univers-là et qu'en France, maintenant, les entreprises, on peut être encore plus être informées et y aller. En particulier les PME. Alors moi j'ai le sentiment qu'il y a encore un gros marché très ouvert pour le cloud computing en France et que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement le côté juridique qui fait que certaines y vont tout doucement. Et c'est vrai qu'Andromède, devrait être un cloud français, donc avec aucune problématique juridique, pourrait être un gros accélérateur en France, c'est ce que j'espère. Alors donc aujourd'hui Andromède, vous l'avez dit, c'est 2 consortiums, on ne sait pas exactement. Oui, c'est un peu compliqué. Bon. Donc ça bouge aussi. Et pour l'entreprise aussi, vous le dites, aussi ça va obliger un petit peu à se recentrer, à voir aussi son métier un peu différemment. C'est ce qu'on a vu aussi. Ça fait bouger les lignes aussi. Alors ça fait bouger les lignes dans les directions informatiques parce qu'effectivement il y a des choses qui vont disparaître de l'escarcelle en fait de la direction informatique. Ça fait un peu peur. Moi j'ai vécu personnellement l'expérience d'une PME de 2000 personnes où le directeur informatique a freiné pour pas aller vers le cloud computing et puis il a fallu qu'il y aille. Et donc il y a une problématique de changement qui est tout à fait importante. Alors on peut voir les choses de manière positive en disant qu'on va se recentrer sur les choses qui sont le cœur du business, sur l'innovation, des choses comme ça. Mais il y a des gens effectivement qui ont des craintes de voir perdre leur job en fait. Oui voilà, mais en tout cas il y a des craintes, il y a des interrogations, mais on l'a bien compris. De toute façon maintenant c'est incontournable et il faut y aller. Merci à tous les 4 en tout cas d'être venus ce soir dans Paris d'Avenir. On se retrouvera toujours en direct demain soir à 21h pour un tout autre sujet qui concerne les biotech. Et oui, les sociétés françaises dans ce secteur ont parfois un peu de mal à se financer. Certaines se lancent sur les marchés. Alors avantages, inconvénients, ce sera demain soir. Très belle fin de soirée sur BFM Business.